Alors nous, en tant qu'archivistes, parce que là c'était plutôt une position plus scientifique, mais Tatiana et moi, nous sommes d'abord, et on prend la parole en tant qu'archivistes. Du coup, peut-être on a ou on n'a pas les mêmes méthodes avec les scientifiques de nommer, renommer les choses. Mais c'est intéressant de voir ces dialogues ou pas, ces dialogue, articulation, je ne sais pas, mais bon, bref, ou des accords même, sur comment on traite les corpus, déjà pourquoi quel besoin, est-ce qu'il y avait une nécessité de construire des corpus, comment on fait pour construire des corpus de témoignages orales ou des archives audiovisuelles, etc. Et du coup, notre discussion, je pense que ça va plutôt se focaliser sur... D'abord, moi, je vais juste vous présenter un tout petit peu la cette mémoire étudiante. Notre portail, j'ose pas les présenter, même si je pense qu'il faut, mais bon, j'ose pas, je vais vous expliquer pourquoi j'ose pas les présenter. Après, je vais laisser la parole à Tatiana, vous présenter générique et aussi les campagnes plusieurs. Est-ce qu'il y avait plusieurs? Est-ce qu'il y a une campagne homogène sur l'histoire de l'immigration, les migrants et migrantes et elles-mêmes? Voilà, alors en ce qui concerne l'Institut de mémoire étudiante, c'est une structure associative qui est là pour... Ah oui, voilà, c'est juste ça en fait, c'est juste la vitrine. Il n'y a pas d'autre... on ne peut pas accéder à nos collections, mais c'est pas grave, au moins c'est une belle vitrine, à mon avis de toute façon. Du coup, c'est une association qui a pour objectif la sauvegarde et la valorisation... des mouvements étudiants. Et quand on dit mouvement étudiant, pour nous, c'est plutôt un triptyque, c'est-à-dire on s'intéresse aussi bien aux associations étudiantes, aux syndicats étudiants, aux militants et militantes, anciennes étudiants, et aussi aux mobilisations actuelles ou pas actuelles sur les étudiants et étudiantes. Voilà. On s'intéresse aussi et on fait des recueils de documents, on essaye, on est en construction des corpus de témoignages oraux ou de campagnes de témoignages oraux, c'est-à-dire qu'à part les fonds papier ou les fonds traditionnels, on recueille des témoignages oraux. Ça fait des plus... Oui, je me demande c'était quand la première... 2001. 2001, oui, quand même. Du coup, c'était même avant l'existence de l'Institut de mémoire étudiante, en fait. Parce que l'Institut de mémoire étudiante, là, en 2018, c'est son anniversaire, comme d'autres anniversaires. Et du coup, l'anniversaire de 10 ans. Mais avant, existait une mission de préfiguration à Reims, et tout ça s'inscrit dans la démarche scientifique du GERM, groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. Voilà. Et du coup, je vais juste me centrer pour vous dire quelques mots, et après on va discuter avec Tatiana pour voir les différences ou pas entre les deux méthodes sur les recueils de témoignages oraux. Nous, on les fait tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas une grande équipe avec 4 ou 5 personnes et plus peut-être pour faire ça. Du coup, on le fait nous-mêmes avec nos propres moyens, c'est-à-dire a priori, on est 2 personnes pour un entretien. On le fait soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois. Ça arrive. Et pour l'instant, on avait juste... on a essayé d'expérimenter, peut-être qu'on va adopter aussi une autre méthode, c'est-à-dire des entretiens filmés, mais pour l'instant, on était basé sur les entretiens oraux sans caméra.
Voilà, voilà. Et tout ça, en tant qu'archiviste aussi, on ne l'utilise pas à la manière scientifique, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas pour écrire des livres ou pour faire autre chose, mais on veut valoriser, on veut mettre en ligne, du coup on veut communiquer, c'est ce qu'on fait. Et pour ça, avant même l'existence de ces portails numériques, existe encore, parce que ça marche encore, un site internet, le Conservatoire des mémoires étudiantes. Tu le cherchais. Si oui, voilà, c'est parfait parce que ça marche encore, c'est-à-dire qu'on peut trouver des anciennes militants, du coup on peut, parce que nous, c'est ce qu'on fait avant de les mettre en ligne, on les traite, c'est-à-dire qu'on fait un résumé analytique, mais je pense que tu vas aussi après nous dire quelle méthode vous suivez, mais nous on fait un résumé analytique, c'est-à-dire à partir d'une fiche chronothématique, on va dire, on fait des petits résumés par plage et du coup on fait le séquençage à partir de ça et on les met en ligne, on les met en ligne plage par plage. Du coup, c'est pas l'entretien en entier, mais c'est vraiment bout par bout. Et pour l'instant, après, je pourrais aussi revenir, voilà, oui. Non, ça, c'était juste la vitrine, voilà, c'était la vitrine. Ça existe en tant que... Vous avez été piraté, hein, c'est ça le problème. C'est vrai? Oui. Pour le portail, non. Pour notre site, on est piraté. Bon, oui, voilà. Mais là, le portail, ça fait depuis 2015. C'est aussi un travail collectif comme la plupart de nos missions, la plupart de nos... de nos missions, on va dire. De nos démarches, je voulais dire, mais bon. Et du coup, dans ce portail, on voulait, vu que c'est un portail numérique, on voulait justement faire... fabriquer en fait les témoignages d'une telle personne avec son fond d'archives bien décrit dans la norme ISAGE, bon bref, avec aussi des documents numérisés. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore arrivé à faire cette articulation. Et un autre problème, c'est pas que nous, mais c'est vraiment comment la logique archivistique de l'hiérarchie peut se transformer dans une aussi hiérarchie, dans un portail numérique que c'est assez plat. Du coup, on ne pourrait pas construire cette hiérarchisation d'informations, si on veut dire, ou de données dans un portail qui se veut plat. Bon, bref. Voilà, mais ça, c'est pas que nous qui on a ces problèmes, c'est en général, ces protocoles, c'est un peu, voilà. Mais vu que c'est expérimental, peut-être que d'ici quelques années, on va trouver d'autres solutions possibles pour voir. Parce que oui, voilà, j'ai oublié de vous mentionner que c'est aussi, c'est basé, pas Omeka, Atom, IC Atom, voilà, du coup c'est une base ouverte, du coup peut-être c'est pour ça aussi que ça pose problème, je sais pas, bon bref. C'est-à-dire que c'est pas nous qui on paye, c'est pas quelque chose, bon bref. Est-ce que, bon, après peut-être on va, j'aimerais bien, parce qu'on l'avait plusieurs fois présenté, du coup j'aimerais bien voir peut-être la différence entre notre portail, ou pour faire la comparaison entre notre portail générique, que c'est mieux structuré, pourquoi c'est mieux structuré, si c'est mieux structuré. Oui, voilà. C'est une bonne question. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Mais après, si vous avez des questions, on peut éventuellement discuter après. Odysséo. Je pourrais. Voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Ça, c'est générique. Je vais trouver Odysséo. Ah, Odysséo. Oui, si tu tapes odysséo.org, voilà. Attends, comment ça c'est vrai. ODY2S. Odysséo comme l'Odyssée. Oui. Voilà, O à la fin. .org, tu devrais normalement tomber dessus.
Bah, a priori, c'est les premiers que je ne connais Voilà, pas. voilà. Oui, je connaissais que ça. Ah oui? Voilà, et puis si tu, Oui, voilà, tu peux aller voir dans présentation, comme je vais il doit y avoir normalement archive orale. Voilà. Voilà, puis après on pourra aller voir l'inventaire en lui-même, si tu veux voir comment on excelle dans la hiérarchisation des informations. Bon, voilà. Mais je te laisse. Ah non, 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 je viens de finir, du coup, on va faire la comparaison, on avait dit. Voilà. Et après, on va faire une synthèse à la fin. Voilà, donc du coup, puisque j'ai la parole, je vais présenter très très brièvement l'association Générique dans laquelle je travaille et dans laquelle on a mis en œuvre, entre autres, une assez grosse campagne d'archives orales. Je vais présenter cette campagne, voilà, parce que c'était un petit peu l'axe qu'on s'était donné aujourd'hui avec le thème. Bien entendu, après, il y a différentes autres activités. Donc, Générique, c'est une association qui a été créée en 1987 par différents membres, essentiellement des militants pour la défense des droits et principalement des droits des étrangers en France. Et qui, en fait, depuis sa création, est vraiment spécialisée dans l'histoire et la mémoire de l'immigration. Et ça concerne, et évidemment, enfin, je dis évidemment non, c'est pas si évident, mais en tout cas pour Générique, ça l'est devenu, la question de la préservation et de la sauvegarde des archives pour faire connaître cette histoire et, du coup, ces populations. Donc, c'est toute nationalité confondue, depuis le 19e siècle, en gros, à l'époque des immigrations massives jusqu'à nos jours. Voilà, donc en fait, dès la naissance de l'association, la problématique de la sauvegarde des archives liées à cette thématique, elle est presque le cœur de l'action, hein, le cœur des missions, des projets. Au départ, c'est que déjà, à cette époque-là, donc fin des années 80, la question des archives orales est aussi prégnante, sans doute, à mettre en corrélation avec la fermeture à l'époque de l'usine Renault. Et c'est un des premiers projets d'archives orales que va mener Générique, puisque un chercheur à l'époque, donc c'est Mustapha Belba, qui va mener une dizaine d'entretiens avec surtout des ouvriers de l'usine. Donc voilà, ça c'est un petit peu la genèse. Et pour aller... donc voilà, ça s'échelonne vraiment sur 3 ans. Et le thème est Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité de 68 à 88. Voilà, donc ça concerne des témoignages filmés de 31 témoins qui sont représentatifs de l'histoire du militantisme social, culturel, intellectuel et politique autour de l'immigration, avec un accent qui a été volontairement aussi voulu sur la question de l'engagement et de la militance. Donc il fallait que ce soit le plus représentatif possible. Donc je préciserai un petit peu ensuite dans la méthodologie qu'est-ce que ça veut dire représentatif, en tout cas voilà, quels ont été un peu nos critères. En tout cas voilà, donc une trentaine de témoins, actrices et acteurs qui ont joué un rôle dans les mobilisations. Et ce qui est important aussi, et qui ont joué un rôle et qui ont contribué à changer les représentations aussi des immigrés. Je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est que ce projet a été rendu possible par une concomitance de critères, notamment financiers, puisqu'à ce moment-là, on a pu aussi bénéficier d'un dispositif, je ne sais plus exactement lequel, mais en tout cas, c'était des financements sur la question de l'égalité, donc le projet s'inscrivait dedans. Une question de temporalité aussi, parce que on fêtait aussi les 30 ans de la marche de 83, donc c'était quelque chose, une question mémorielle importante.
Voilà, il y avait différents comme ça facteurs qui ont pu rendre la chose possible. Un programme de recherche, ça s'inscrivait aussi dans le LABEX, les passés dans le présent. Enfin, bon, voilà, donc ça c'est un petit peu pour le contexte plus général. Alors, pour la problématique de la campagne en elle-même, la période retenue n'est pas anodine. Pourquoi 68-88, même si elle n'a pas été exempte de longues discussions, mais en tout cas c'est pas anodin. C'est 20 années qui comportent donc voilà la question des années 68, donc là pour le coup c'est très d'actualité en ce moment. Le premier septennat de François Mitterrand, et qui en fait concentre un certain nombre de luttes et mobilisations à l'époque pour l'égalité des droits et la dignité, et tout compte fait la reconnaissance des immigrés et de leur patrimoine dans celui de la France au niveau national. Donc là, il s'agissait dans ces bornes chronologiques de montrer à la fois les continuités qui pouvait y avoir et les ruptures. On le voit avec notamment l'exemple de l'année 68. C'est vrai qu'un certain nombre de témoins le voient vraiment comme une continuité. Ils se sont mobilisés avant, ça n'a pas démarré avec 68, ils se sont mobilisés ensuite. Pour d'autres, au contraire, c'est vraiment une rupture qui peut s'exprimer sur les objets, mais aussi sur la forme, les modalités d'action. Donc voilà, il y a différents points de vue qui s'expriment. Un contexte international de lutte pour la démocratie qui apparaît beaucoup dans les différents témoignages. Donc la guerre d'Algérie, la répression au Maroc, la révolution des œillets au Portugal, la question palestinienne, les dictatures en Amérique latine. Enfin voilà, donc il y a vraiment un contexte plus large et international qui constitue aussi, donc c'est pas la première, mais c'est aussi une problématique dans la campagne. Voilà, alors l'année 88, pour clore la période, peut-être un petit peu moins évidente. En tout cas, ça a fait l'objet vraiment de beaucoup de discussions au sein de l'équipe à générique et du comité de pilotage. J'y reviendrai, le comité de pilotage qui a été mis en place pour ça. Donc l'année 88, a été finalement aussi tranchée, validée, parce qu'il s'agit aussi du retour de la gauche au pouvoir, dans ce qu'elle incarne aussi d'échec d'un certain nombre de dispositifs qui sont jugés en fait discriminatoires et restrictifs pour les immigrés et leurs familles en France. Un tournant aussi dans les politiques publiques envers les immigrés. Le terme intégration remplace celui d'insertion. La question de la mémoire aussi, notamment au niveau des associations, parce que c'est vraiment aussi le moment où il y a les fameux états généraux de l'immigration qui sont mis en place, et la question de la mémoire est vraiment au cœur des débats à ce moment-là. Et pas que, mais entre autres, les scores élevés que fait le Front National à ce moment-là. Donc, ces bornes 68-88 ont aussi été choisies dans avec un dernier critère qui est celui tu en as un peu parlé, celui de croiser les archives écrites. Puisque voilà, les archives orales, c'est une chose qu'on considère complètement complémentaire des archives écrites et des fonds qu'on a pu collecter par ailleurs depuis 30 ans, qui existent en tout cas génériques. Donc voilà, il s'agissait vraiment de renvoyer l'un vers l'autre les différents corpus et éventuellement les lacunes que ça pouvait représenter. Alors au niveau de la méthodologie, justement, l'idée c'était de réunir des spécialistes, donc à la fois des historiens, des archivistes, des professionnels du patrimoine au sens large et des universitaires. Au départ, ça s'est fait de manière un peu informelle, et puis finalement, il a été décidé de constituer vraiment un comité de pilotage avec la volonté affichée de réunir ces différents
corps de métier, on peut dire, enfin ces différents acteurs et professionnels. D'ailleurs, j'avais participé à un colloque Migrinter il y a 2 ans, et on était intervenu avec une sociologue qui est Claire Lévy-Vrelant, qui a participé aussi à ce comité de pilotage, et on intervenait sur la question du parcours de vie entre immigration et militantisme, enjeu des interactions entre le monde associatif et celui de la recherche. Et c'est vrai que ce projet-là, on a eu la chance, ou on a provoqué la chance de le mener à bien avec ces différents acteurs, les objectifs étant pas toujours les mêmes, les discussions pouvant être longues, mais du coup enrichissantes. Enfin voilà. Donc nous, on a pu avoir un peu un exemple vertueux, une expérimentation un petit peu vertueuse. Voilà, donc ce comité de pilotage, il a vraiment servi à ça, à définir les bornes chronologiques, le choix des témoins, parce que là aussi, très important, si on arrive à 30-31 témoins, faut savoir qu'au départ, on est parti on avait un panel de plus de 100 témoins, parce que chacun y allait de son réseau, tous pouvaient, sachant qu'un thème, la campagne, elle aborde différents thèmes de lutte et de mobilisation, et parfois pour un thème, on pourrait avoir 30 témoins. Donc là, fallait vraiment restreindre pour des questions de temps, de moyens. Bon, voilà, c'est évident aussi. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais voilà. Et du coup, pour aussi définir la grille d'entretien et la méthode de conduite des entretiens, donc je vais y revenir petit à petit. On a choisi, nous, la méthode de l'entretien filmé. Là aussi, on s'est posé beaucoup de questions au départ. Est-ce qu'on ne fait que de l'audio? Est-ce qu'on filme? Si on filme où? Comment? Bon. Donc au final, nous, on a décidé de faire des entretiens filmés avec toujours un pré-entretien qui permet de rencontrer déjà le témoin, de présenter brièvement la campagne, d'expliquer un petit peu comment ça se déroule, de faire un premier parcours, tout en essayant bien sûr de ne jamais trop creuser, puisqu'il ne faut pas déplorer ensuite si la personne répète 2 fois, c'est problématique. Donc les entretiens en général durent 1h30, 2 heures. Il est arrivé exceptionnellement qu'il faille en faire 2. 2 fois 2 heures, par exemple. Oui. C'est arrivé pour Driss El Yazami. C'est beaucoup de choses à dire. Donc c'est un des fondateurs, pas que, mais un des fondateurs de l'association. Ou parfois pour des questions qui sont purement pratiques, la personne peut-être est d'un certain âge, est fatiguée, il faut faire une pause, donc on y revient une seconde fois. Bon, voilà. Selon aussi les personnes qu'elles sont plus ou moins habituées à ce type d'exercice. Voilà. La grille d'entretien, donc l'entretien a été on a décidé aussi de faire du semi-directif, donc on suit une grille d'entretien à l'intérieur de laquelle, ça borne quand même le sujet. Surtout quand on a quand même un temps limité, ça aide, et à l'intérieur de laquelle on cible certains sujets, et la personne ensuite est libre de s'exprimer comme elle le souhaite, d'aller et venir. On n'est pas non plus. Il faut laisser aussi la parole se déployer. Donc la grille d'entretien, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc évidemment ciblée sur le parcours de vie de la personne, un récit de vie du témoin, mais en mettant l'accent sur la question de l'engagement. Donc on essayait de demander qu'il y ait des exemples concrets de lutte, mais aussi, dans la mesure du possible, un certain regard réflexif sur ces actions. Et pour compléter, dans la mesure du possible, les témoins étaient incités à décrire les conditions de vie des immigrés eux-mêmes ou qu'ils côtoyaient. Voilà. Et pour conclure l'entretien, c'était un petit peu un regard de bilan. Quel est votre bilan, votre avis, votre réflexion
sur ces questions, vos actions, un peu classique, je dirais. Alors la sélection des témoins, plusieurs critères ont été retenus. En gros, c'est les critères que nous avons définis dans cette campagne. Un souci de parité, donc parmi les 30 témoins, on a réussi à avoir 11 femmes. Ce qui était important pour nous, pour mettre aussi en lumière des profils et des récits de vie qui, en général, ne sont pas apparents, ne sont pas mis en avant en tout cas, voire parfois carrément occultés. On voulait aussi avoir une approche selon le pays d'origine et les nationalités. Donc il y a vraiment un large panel des nationalités de ces acteurs qui sont immigrés, mais pas que. Il y a aussi des non-immigrés. Donc il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Latino-Américains, des Portugais, des Français aussi de toutes origines, un Égyptien, un Palestinien, un Tunisien, un Italien, une Turque et un Vietnamien. Donc c'est quand même assez large. On voulait également une échelle géographique large avec, quand c'était possible, des approches régionales. Donc il y a l'Île-de-France, mais il y a aussi la Lorraine, il y a l'Alsace et l'Aquitaine qui sont représentés. Ensuite, on voulait une diversité des regards entre des leaders, des militants, mais aussi des anonymes, des compagnons de route, voilà, différents niveaux d'action. Aussi, il y avait la question d'avoir des acteurs qui ne soient pas déjà connus, quoi. On n'est pas déjà des articles, des témoignages par ailleurs, enfin voilà. Non pas que ce soit absolument inédit, mais bon, il fallait que ce soit un petit peu quand même original. Et enfin, une différence d'échelle aussi entre des structures nationales, des structures locales, des mouvements ou des événements nationaux ou plus locaux. Enfin, la question de la temporalité, qui était importante, parce qu'il fallait effectivement, oui, ça c'était un des critères importants dès le départ, de croiser les générations, avec cette question toujours de la transmission entre les générations. Donc ça, voilà, c'était un des critères importants. La représentation des niveaux sociaux également, donc on a des étudiants, on a des travailleurs, on a des institutionnels, des militants, enfin voilà, un petit peu de tout. Alors des difficultés rencontrées, je dirais que les principales, je les ai déjà un petit peu évoquées. L'étendue du champ historique, qui est couvert par la campagne, implique une grande richesse, mais aussi des difficultés liées au choix des témoins, du coup, et également à la représentativité. Le contexte de l'actualité, comme je le disais, a pu influencer à la fois la campagne, mais aussi du coup les témoignages, parce que ça obligeait à cibler sur certains thèmes plutôt que d'autres. Donc l'aspect mémoriel a aussi eu un impact, mais bon voilà, on s'en cache pas, on le signale comme difficulté avec un peu de recul, mais c'était un parti pris également. Alors l'apport historique, et j'en finirai là, l'apport historique de la campagne, c'est que effectivement les sources orales permettent de découvrir autre chose que les sources écrites, et que du coup la question de l'engagement évolue naturellement dans le cadre d'une action collective, mais est toujours le reflet d'une action qui est quand même intime, qui est de l'ordre de l'intime, qui est une action personnelle. Ce sont des individus qui s'inscrivent dans des actions plus larges et collectives, et qui sont motivés, principalement par des raisons politiques, mais aussi personnelles, et qui sont propres à chacune. Donc nous, on voulait aussi témoigner à côté d'une histoire plus écrite, publique, institutionnelle, d'une histoire par le bas, voilà, comme on aime à le dire.
voilà, en gros, ce qu'on peut retenir aussi, ça c'est des choses qui nous ont été dites ensuite, notamment par des historiens après la campagne, hein, dans des événements, des journées de restitution, voilà. Il y a notamment un historien qui s'appelle Daniel Gordon, qui a écrit sur l'histoire de l'immigration en France dans ces années-là, et qui s'est aussi très intéressé, bon je ne vais pas aborder le sujet, on n'a pas le temps, mais c'est pas la question, qui s'est très intéressé à la question de mai 68, et qui a relevé quelques critères qu'il a jugés intéressants dans notre campagne. C'est justement la diversité qui pouvait en ressortir, du point de vue du genre, du point de vue des temps de l'engagement, du mélange générationnel et de la transmission, des origines nationales dans l'immigration et de la diversité géographique. C'est des choses dont j'ai parlé, mais voilà, qui ressortent de manière flagrante, je dirais, voilà, importante pour nous. Alors ensuite, voilà, je conclue la question de la restitution, mais on va peut-être... voilà, ça c'était aussi une question importante, parfois contraignante. Tu as parlé des fiches chronothématiques, donc oui, nous on a des fiches chronothématiques pour chacun des entretiens. C'est beaucoup de temps, mais c'est aussi, c'est aussi beaucoup de temps à le faire, mais c'est aussi beaucoup de temps qu'on y gagne pour ensuite valoriser ces entretiens. Donc les entretiens sont disponibles sous différentes formes. Il est disponible en entier. On peut écouter les 2 heures. Alors donc là, c'est pas en ligne. En ligne, nous avons des extraits. On a décidé. Voilà, on a décidé de mettre en ligne des extraits pour aussi des questions de droit, d'autorisation, des témoins, de communicabilité, voilà, pour différentes questions. En revanche, ils sont accessibles de manière complète, mais sur rendez-vous et dans 3 institutions. Donc chez nous, bien évidemment, à Générique. Mais également avec nos partenaires qui ont... voilà, fait partie aussi du comité de pilotage de la campagne. Il y a les Archives nationales qui gardent les entretiens sous leur forme vraiment, voilà, leur forme initiale, lourde pour des aspects de conservation, et la BDIC également. Voilà. Et donc ensuite, on utilise des extraits donc sur notre catalogue Odysseo avec l'inventaire. Quand c'est le cas, c'est toujours lié aux fonds d'archives qui sont en marge de l'entretien. Et ensuite, on a utilisé beaucoup ces extraits dans nos propres actions de valorisation, essentiellement pas mal d'expositions virtuelles dans lesquelles on a intégré en fait voilà, de différents extraits. Donc là, il y a aussi une démarche, un choix, enfin bon, un extrait de qui, comment, voilà. Donc les thèmes ensuite peuvent être très variés, hein. Ça va des événements de mai-juin 68, la lutte pour les papiers, les mobilisations contre les lois, les circulaires restrictives, les conditions de logement, les mobilisations dans les bidonvilles, les mobilisations contre les crimes racistes, pour les droits des femmes immigrées, dans les usines dans les années 70-80, la marche pour l'égalité bien sûr, et celles qui ont suivi, pour l'égalité et contre le racisme, voilà. Celles qui ont suivi, Convergence 84 et une autre marche en 85, les mobilisations pour le droit de vote des étrangers, et enfin des mobilisations qui sont culturelles, artistiques. On a pas mal de choses sur des radios, le théâtre, voilà, le journal Sans Frontières, voilà. Après, c'est très bien déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est très très bien même. Du coup, on pourrait peut-être commencer par la fin, c'est-à-dire par la valorisation. Oui, on est sur Odysseo. Ah oui. Alors bon, ça c'est une exposition virtuelle qu'on a sur notre module de notre catalogue Odysseo, donc avec un outil, enfin un logiciel qu'on utilise. Mais les expositions virtuelles dont je parlais, en fait, dans lesquelles parce que là pour le coup il n'y a pas d'extrait.
n'y a pas d'extrait de témoignages. notre Oui, campagne. ça va. Mais les autres expositions virtuelles, en fait, on les a toutes faites, enfin celles dont je parle, avec Google Institute. Voilà, donc ça nous permettait. Là, on était un petit peu limité parce qu'on devait utiliser que les ressources, nos propres ressources dans Odysseo. D'accord, oui. C'est le logiciel qui fait ça, alors qu'avec Google Cultural Institute, je crois que c'est le nom. Ah, cool. Là, c'est quel logiciel qui peut C'est Mnesis en fait, on utilise Mnesis. Mais c'est payant. Mnesis, oui. Oui. Voilà. L'autre, donc Google, La Google, c'est pas payant. Et ça permettait de croiser des sources aussi extérieures qui ne soient pas uniquement issues de Odysseo. Donc au départ, c'était un choix un peu technique. Et Oui, puis voilà. voilà, finalement. On peut par contre y accéder sans problème depuis le site de générique. Voilà. Alors il y a l'inventaire, l'inventaire de cette campagne est en ligne avec vraiment le descriptif de tous les entretiens, toutes les infos. C'est sur Odysseo, Voilà. dans l'archive orale, si je ne me trompe pas. Il y a l'inventaire, mais j'ai pas trouvé là en cherchant. Voilà, en cliquant, j'aurais peut-être pu préparer les liens. Attends, déjà, Mais sinon, je peux. Il faut sortir de l'expo. Oui. Ouais, il faut aller. En fait, Comment si on en tu- sort C'est ça. Maintenant, voilà. Si on va, Voilà. Du coup, tu dis c'est Ouais, si tu vas. Même tu fais recherche, tu mets archive orale et normalement tu tombes dessus. archive audiovisuel. Ah bah oui, là tu vas trouver aussi. Voilà. C'est pas que la campagne, mais Voilà. voilà, il faut que tu Pourquoi acceptes. tu Ah, dis je qu'il dois n'y a pas accepter. que la campagne? C'est-à-dire que vous avez aussi. Ouais, il y a C'est d'autres. des colloques. Ouais, voilà, il y a pas mal de colloques qui sont mis en ligne et qui sont pas dans de la campagne D'accord. stricto sensu dont j'ai parlé. Voilà. Du coup, pour vous, après, c'est qui l'a donné cette ligne? C'est-à-dire que vous avez un corpus de témoignages oraux, il y avait une campagne, des archives orales filmées, entretiens filmés. Et à côté, vous avez aussi des archives audiovisuelles produites par vous-même, c'est-à-dire par l'association, par les colloques, par autres... Là, oui, au gré des journées. événements Voilà. organisés. Et du coup, ça, vous les mettez en ligne en disant que c'est les archives orales, les archives audiovisuelles de chez vous. Voilà. Et du coup, sur ça, parce que moi, je suis d'accord. Ouais. C'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Mais c'était toi, c'était une proposition qui venait de toi, c'est-à-dire que c'était toi qui t'avais dit, oui, là, on fait cette captation, ça serait pas mal si on pourrait les mettre en ligne, ça fait partie de nos propres archives, c'est-à-dire qu'à part qu'on ait une association pour faire telle ou telle mission, nous aussi, on produit des archives. C'est-à-dire nos propres archives audiovisuelles. Et du coup, on va les valoriser, on va les mettre en ligne. C'était toi ou c'était juste... En fait, c'était moi, enfin non, c'était pas moi, mais générique, oui, je pense qu'il y a différents cas de figure en fait. Il y a eu des moments où ça s'est trouvé que de toute façon c'était capté, indépendamment, enfin voilà, une journée d'études, un colloque qui était peut-être à notre initiative, mais dont ce type de logistique, enfin voilà, il s'est trouvé que c'était enregistré, filmé, et du coup, ça nous paraissait important d'en faire quelque chose. Et puis il y a eu d'autres cas de figure où on l'a décidé en amont. On s'est dit, on fait une journée, je sais pas, je dis n'importe quoi, on fait une journée d'études sur les femmes immigrées, on va voir une revue, on a les archives, on décide de l'enregistrer. D'accord, voilà. D'autant qu'à ce moment-là, je crois que justement, on avait le matériel, notre propre matériel. Oui, parce qu'il y a cette question-là aussi. Voilà, c'est qui filme, voilà. qui Donc fait là, en la l'occurrence, c'est toujours Générique qui a filmé, en tout cas pour notre campagne, c'est toujours Générique qui a filmé. On a investi dans une caméra, voilà, une petite caméra vidéo. Pareil, on est deux pour les entretiens. En général, l'archiviste et puis l'historien un peu spécialiste du thème ou du parcours, voilà. Et
Est-ce que du coup, dans alors, le cadre de classement, vous distinguez, on va dire, les archives audiovisuelles qui sont des archives orales et les archives audiovisuelles qui sont des captations de colloques? Oui, alors tu mets le doigt sur un des onglets les moins. Oui, voilà. C'est-à-dire que on l'a pas vu. Voilà, Non, non. c'est Non, justement l'onglet sur lequel, bon, pour l'instant, il est entre parenthèses. On l'a pas. Dans notre version précédente, on avait un cadre de classement extrêmement, enfin, très. Tu parlais d'arborescence, de hiérarchisation. Il était très, 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 très. Enfin, voilà. Et bon. Et c'est bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on a aussi eu tellement de choses à faire que cet onglet-là, on l'a laissé un petit peu en suspens pour le moment. Donc effectivement, bon voilà, guide des sources d'archives. Bon après, effectivement, je crois, c'est pour dire, j'y vais très rarement parce que pour l'instant, je suis pas là-dessus. Mais du coup. Pour en répondre à moitié à ta question, non, du coup, ça ressort pas la question des supports. En revanche, il y a l'onglet médias qui, là, normalement, ne montre que nos ressources qui sont ce qu'ils appellent médias, donc iconographiques et audiovisuels. Et par contre, toutes les ressources, et il y en a beaucoup qu'on a tendance un peu à oublier, qui ne mettent pas en avant les sources numériques, sont par ailleurs. C'est-à-dire lesquelles? Les sources d'archives, quoi, les sources d'archives en général. Genre une affiche, par exemple? Oui, voilà. Alors, c'est de l'écrit ou c'est de l'image? Oui, je comprends pas la distinction. non, alors, parce que là, dans l'onglet médias, ça n'est que ne sont présentées que les sources iconographiques, numérisées, donc effectivement des affiches, des photos, des partitions, des périodiques. Oui, mais c'est numérisé, c'est vraiment des ressources. C'est ce qu'on appelle un document figuré quand même. C'est toutes les ressources qu'on a numérisées. Parce que nous, depuis avant qu'on numérise, bon, Générique numérise depuis le début tout ce qui est corpus affiches. C'est vraiment, on a l'une des plus grosses collections d'affiches de l'immigration en France. On en a plus de 3000, voire presque, je sais plus, j'ai tendance à oublier mais alors essentiellement quand même depuis le gros, c'est depuis les années 60, mais on a quand même des affiches plus anciennes, notamment de Migration Besançon, où là on a aussi des affiches liées aux étrangers qui remontent vraiment au début du siècle. Donc, une autre façon de poser la question, c'est, je vois qu'il y a des cotes. Ouais. Est-ce que un film, enfin un document audiovisuel de témoignage a un début de code différent d'un colloque filmé? Alors, dans notre plan de nommage, effectivement, on a des cotations qui sont normées. Donc, il y a à la fois du normage standard, on va dire. Voilà, donc FR France, JNQ c'est générique, 75 Paris, AS c'est association, donc ça on le retrouve, voilà, c'est un peu le standard, quel que soit le support ou bon. Ensuite on a A pour affiche, on a PH pour photo, on a PER pour périodique, on a V pour vidéo. Par contre, alors vidéo, entretien, colloque, ou je pense que c'est V pour tous. AV pour tous. C'est le support qui compte. Non, c'est pas AV, c'est V. Voilà, donc là c'est le côté original. On a mis V pour vidéo. On aurait pu mettre AV, mais bon. Non, mais bon. Pour audiovisuel. Voilà. Et je pense que voilà, que ce soit un entretien filmé de témoins ou bien, c'est important pour comprendre ceux qui ne connaissent pas forcément Générique. Nous, on n'est pas un centre de conservation. Voilà, on travaille sur les sources, on essaye, donc on a ce portail Odysseo qui est un portail national de l'histoire de l'immigration. Donc on fait connaître les sources, on travaille sur les fonds, on accompagne des particuliers, des associations dans ce travail de repérage, de collecte, de classement.
et ensuite de valorisation, pourquoi pas. Mais alors on a évidemment quelques fonds qui traînent, qui sont conservés chez nous, mais c'est vraiment pas notre mission. Et la plupart des fonds donc ont fait l'objet d'un classement par les organismes directement ou avec par ou avec nous, voilà, selon le après c'est presque du cas par cas. On a aussi mené des campagnes importantes de dépôt, enfin dons et dépôts, justement parce qu'on n'est pas un centre de conservation nous-mêmes, de façon à ce que ce soit préservé tous ces fonds d'archives dans des conditions voilà, donc on a orienté les fonds voilà, selon les critères un petit peu logiques, aux archives nationales, mais aussi départementales, aussi municipales, partout en France, et également d'autres organismes comme la BDIC par exemple, enfin maintenant on doit dire la contemporaine. Oui, voilà, c'est la contemporaine. Voilà, il va falloir que je m'y fasse. Voilà, ouais. J'aurais une question, peut-être une dernière, pour qu'on puisse tenir à peu près les délais. Sur la valorisation et la valorisation en ligne. Voilà. Le fait de devoir, parce que plus ou moins c'est tout ce qu'on fait, prendre des extraits pour mettre en ligne, hein, puisqu'on ne peut pas, pour diverses raisons, présenter une extenso, ça pose la question de quels extraits. Et est-ce que dans ce cas-là, est-ce que ça a été objet de débat? Est-ce qu'il y a eu des réflexions? Est-ce que, par exemple, vous avez décidé de choisir des récits, de relater, hein, des moments où on relatait des événements connus du public pour inciter à écouter? Est-ce que c'est très différent l'impression générale est différente de celle qu'on va avoir à l'écoute in extenso, ce qu'un chercheur aurait à l'écoute in extenso des entretiens? Est-ce que c'est un objet complètement différent et avec des logiques différentes? Et est-ce qu'on peut juste ajouter une sous-question? Oui. Est-ce que l'extrait, c'est une plage de la fiche chronothématique complète, ou est-ce que vous faites encore un choix dans la plage? Ouais. Alors, oui, pardon. Ouais, alors, bon, déjà, un des critères qui peut paraître anecdotique, mais qui est quand même... qui répond d'une certaine façon aux questions, il est technique, c'est-à-dire qu'effectivement, pour des questions de moyens, en fait, les bandes passantes, que ce soit, voilà, on a aussi, on peut pas mettre 2 heures multipliées par 30 témoignages, enfin, en tout cas, nous, on peut pas. Donc déjà ça, au-delà même de la question des autorisations du contenu de la communauté, au-delà même de ça. Donc les extraits en général font quelques minutes. Alors voilà, il y a la question technique, il fallait que ce soit light pour être en ligne, comme on met plutôt une JPEG plutôt qu'une TIFF, hein, voilà, c'est du même ordre. Mais aussi parce qu'on sait que les gens, de manière... Parce qu'on a un public de chercheurs, d'étudiants, d'universitaires, on le connaît, non pas qu'il soit acquis, c'est pas ça que je veux dire, mais ils sont déjà un peu plus aguerris, ils n'auront pas peur d'aller écouter plus que 5 minutes, voire 1 heure, 2 heures en venant sur place, bon voilà. Mais on a aussi, nous, le désir de toucher un plus large public. Et effectivement, on sait bien que de plus en plus, même, faut, au-delà de 4 minutes, déjà, pour capter un peu l'attention, donner envie d'aller plus loin. Voilà, il fallait qu'on réduise aussi, donc c'est un des éléments. Mais donc, selon quels critères choisir? Alors ensuite, les critères, j'avoue que je ne vais pas forcément, hélas, être très précise parce que c'est vraiment ces aspects-là, en fait, c'est des collègues qui ont vraiment, le comité de pilotage en question dont moi je ne faisais pas partie à l'époque et les collègues étant partis, qui ont répondu à discuter de ces points. Je sais que ces points-là ont été discutés, mais après je ne saurais pas y répondre avec vraiment une précision. Voilà. Par contre, oui, ça correspond à des plages de la fiche chronothématique et aussi quand même des critères
quand même qui ont été utiles pour le choix des extraits, mais que j'ai déjà en fait évoqués. C'est les critères de l'actualité. Il se trouve que voilà, il y avait la marche, on a fait des extraits sur la marche. On aurait été en plein dans 68, c'était aussi un prisme. Donc il y a des extraits relatifs à mai 68. Les femmes, parce qu'à ce moment-là, on a fait un colloque, on a fait un numéro de migrance, voilà. La marche, pareil. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Alors, ça permettait de faire des choix d'extraits, et puis ça rejoignait le côté un peu appel. Voilà, dont tu parlais. Une dernière question. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites, à part l'extrait que vous mettez en ligne, est-ce que derrière, avec les fiches chronothématiques, vous faites aussi les séquençages ou le montage ou vous laissez l'entretien en entier? Ou vous faites aussi des montages parce que... Ouais. Alors, on aimerait faire, on aimerait faire plein de choses, mais on est limité. En temps et en personne. Bon, voilà, parce que c'est très chronophage. C'est très chronophage. Alors, c'est vrai que... C'est pas comme les archives... Voilà. Oui, c'est pas comme les archives traditionnelles. C'est pour ça que c'est très militant aussi. Voilà, oui, tout à fait. Et donc, en fait, à partir vraiment l'élément de base qui est le plus exploitable rapidement, etc., c'est la fiche chronothématique, sur laquelle, vraiment, on n'a pas... on a fait les 30, voilà, avec voilà. Et à partir de là, de temps en temps, toujours en fait lié à nos projets, lié à nos financements et à nos projets, on a parfois effectivement donc choisi des extraits. Alors les montages, on en a fait peut-être quelques-uns qui étaient liés à des expos. Mais c'est quand même rare en général, voilà. C'est plus des extraits, voilà, qu'on a choisis à partir des fiches chronothématiques. Une question vraiment rapidement. Non, parce que sur la consultation, parce que là c'est pas la même. Est-ce que tu as des fiches ou combien de personnes viennent pour consulter des archives orales? Alors, j'ai pas de statistiques avec moi. C'est vrai que j'ai pas. Grave. Non, mais il y a du. Mais par contre, il y a du. C'est pas embêtant. Voilà. C'est consulté assez régulièrement. Les gens prennent rendez-vous. Voilà. Ils écoutent. Ils ont connaissance. Ils ont pris connaissance sur Odysséo. Mais ils viennent sur place. Voilà. Et là, on leur donne en général un petit poste, un portable, et puis il y a les DVD. Il y a voilà. Ils prennent ensuite le temps d'écouter. Mais oui, il y a parfois des pics qui sont liés, je sais pas, mais globalement, c'est régulier, quoi. Combien de personnes viennent pour consulter des archives orales? Alors, j'ai pas de statistiques avec moi, c'est vrai que j'ai pas... C'est pas grave, non, mais il y a du monde, par contre, il y a du... C'est pas embêtant, voilà. C'est consulté assez régulièrement, les gens prennent rendez-vous, voilà. Ils écoutent, ils ont connaissance, ils ont pris connaissance sur Odysséo. Mais ils viennent sur place. Voilà. Et là, on leur donne... en général un petit poste, un portable, et puis il y a les DVD, il y a donc ils prennent ensuite le temps d'écouter. Mais oui, il y a parfois des pics qui sont liés, je sais pas, mais globalement c'est régulier, quoi. Parfait. Merci Tatiana et merci Johanna. Pendant que Hélène et Nadia se préparent une page de publicité, si vous voulez retrouver trouver un article qui décrit et qui présente vraiment d'une façon approfondie le projet dont nous a parlé Tatiana, il va y avoir un numéro de Sonorité, le bulletin de la face, que vous connaissez peut-être, qui est la revue de l'association qui a repris Sonorité, bulletin de la face. Sono, pas sororité, sonorité, c'est comme son. Donc c'est l'association La Face qui maintenant est sous la présidence de j'ai un trou, Florence Descambercy et aussi Véronique Génouvès.
Le prochain numéro 44 que j'ai eu l'honneur de coordonner a été quasiment construit autour d'un premier article qui a été écrit il y a 2 ans et demi par Tiffaine Harmonique, qui parle de ce projet et qui montre aussi les premiers travaux de chercheurs qui en ont été tirés. Donc c'est intéressant de voir les deux aspects de la question aussi. Ce qu'on peut faire quand on est chercheur et historien à partir de là. C'est parfait, c'était la question que je voulais poser. Numéro en ligne, c'est une revue gratuite et en ligne qui sera donc en ligne à la fin du mois de juin ou peut-être après le 15 juin. C'est chez l'éditeur pour l'instant.